Le cancer du sein, c'est un sujet qui, de près ou de loin, nous touche tous. Mais est-ce qu'on le comprend vraiment? Au-delà des chiffres, il y a des mécanismes, des facteurs de risque et heureusement des avancées qu'il est essentiel de connaître. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Regardez bien ce chiffre, 61 214. C'est le nombre de nouveaux cas de cancer du sein estimés en France métropolitaine rien que pour l'année 2023. Ça nous donne tout de suite une idée de l'ampleur du défi, n'est-ce pas? Et pour que ce soit encore plus parlant, on estime qu'environ une femme sur 8 y sera confrontée au cours de sa vie. Voilà pourquoi ce sujet est si important pour tout le monde, bien au-delà des statistiques. Alors, pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va d'abord voir pourquoi c'est un enjeu majeur de santé publique. Puis, on se penchera sur les facteurs de risque, sur le dépistage. On verra aussi, et c'est très important, qu'il n'y a pas qu'un seul type de cancer du sein. Et on terminera, bien sûr, avec les traitements actuels. Allez, on commence par le commencement. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un enjeu de santé publique? Eh bien, au-delà du nombre impressionnant de cas, l'impact sur notre société se mesure à travers plusieurs indicateurs clés. Ce graphique nous résume assez bien la situation. La première barre, c'est l'incidence. Ce sont ces dizaines de milliers de nouveaux cas chaque année. La deuxième, la mortalité, nous rappelle que malgré tous les progrès, ça reste une maladie qui tue. Et la troisième barre, l'âge médian au diagnostic, 64 ans, eh bien c'est la raison pour laquelle le dépistage organisé cible principalement les femmes de plus de 50 ans. Tout est lié. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est « mais pourquoi? D'où ça vient ?» Alors attention, il n'y a pas une cause unique, ce serait bien trop simple. Par contre, les chercheurs ont identifié plusieurs facteurs qui, disons, augmentent le risque. Le grand acteur dans cette histoire, ce sont les hormones, et plus particulièrement les oestrogènes. En fait, c'est assez logique. Plus le corps est exposé longtemps à ces hormones au cours de la vie, plus le risque augmente. Par exemple, une puberté précoce ou une ménopause tardive, ça allonge cette période d'exposition. C'est pareil pour une première grossesse qui arrive tardivement. Alors là, ce visuel est super intéressant parce qu'il corrige une idée reçue très tenace. On pense souvent que le cancer du sein, c'est d'abord une histoire de famille. Mais en réalité, regardez bien, la grande majorité des cas, entre 90 et 95%, ne sont pas héréditaires. C'est seulement pour une petite partie, entre 5 et 10%, que des mutations sur des gènes spécifiques, comme les fameux BRCA1 et BRCA2, peuvent effectivement faire grimper le risque en flèche. On comprend donc que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a le risque dit moyen, celui de la population générale, et puis il y a un risque élevé, ou même très élevé, souvent lié à des antécédents personnels ou à une de ces fameuses mutations génétiques. C'est cette classification qui va permettre de proposer un suivi vraiment sur mesure et adapté à chaque situation. Passons maintenant à la partie la plus proactive, la détection. Comment fait-on pour le trouver? La clé de tout, le mot qu'il faut retenir, c'est le dépistage. Et son but est finalement très simple, c'est de trouver le cancer le plus tôt possible, quand il est encore tout petit, avant même qu'il ne donne le moindre signe, la moindre douleur. Pourquoi? Parce que plus on le détecte tôt, et meilleures sont les chances de s'en sortir. C'est aussi simple que ça. En France, on a la chance d'avoir un programme de dépistage organisé. Concrètement, ça veut dire que toutes les femmes entre 50 et 74 ans reçoivent une invitation pour faire une mammographie. Et pour être absolument sûr de ne rien rater, les clichés sont systématiquement lus par 2 radiologues différents. C'est un vrai filet de sécurité. Ok, mais imaginons que la mammographie révèle une petite anomalie, une image suspecte. Là, on change de phase. On passe du dépistage au diagnostic. L'objectif n'est plus de chercher au hasard, mais de comprendre précisément ce qu'est cette image. On va donc utiliser d'autres outils, la palpation, de nouvelles mammographies ou une échographie pour affiner l'analyse. Mais attention, pour avoir une certitude absolue, un seul examen fait foi. Et c'est vraiment le point crucial à retenir. Seule la biopsie, c'est-à-dire le prélèvement d'un tout petit bout de tissu pour l'analyser au microscope, peut confirmer à 100% la présence de cellules cancéreuses. C'est le feu vert qui va lancer tout le parcours de soins. Maintenant, il faut savoir quelque chose d'essentiel. On dit le cancer du sein, mais en fait, on devrait dire les cancers du sein. Ce n'est pas une seule maladie uniforme, c'est toute une famille de maladies qui peuvent être très différentes les unes des autres. Et cette diapositive illustre très bien la différence avec une super analogie. Pour simplifier, il y a 2 grandes catégories. D'un côté, le carcinome in situ. Imaginez des graines un peu rebelles, mais qui restent bien sagement dans leur sachet. Et de l'autre, le carcinome infiltrant. Là, les graines ont carrément germé et traversé le sachet pour aller plus loin. On voit tout de suite que ce n'est pas la même histoire et donc pas le même traitement. Et si on regarde d'où partent ces cancers, eh bien dans la très grande majorité des cas, environ 80%, tout commence dans les canaux qui transportent le lait. C'est ce qu'on appelle un carcinome canalaire. Le deuxième type le plus fréquent, c'est le carcinome lobulaire qui lui démarre dans les lobules, là où le lait est fabriqué. Bien, le diagnostic est posé, on sait à quel type de cancer on a affaire. Maintenant, quelles sont les solutions? Aujourd'hui, on ne se lance plus dans la bataille seul. C'est un vrai travail d'équipe qui se met en place. On ne traite plus un cancer seul dans son coin.
Autour de la personne malade se réunit ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire. Des chirurgiens, des oncologues, des radiothérapeutes, tous ces experts ensemble vont analyser chaque aspect du dossier pour définir la meilleure stratégie possible. La première étape, bien souvent, c'est la chirurgie. C'est vraiment la pierre angulaire du traitement quand le cancer est encore localisé. L'objectif est simple et direct, enlever toute la tumeur. Selon sa taille et ses caractéristiques, ça peut aller d'une tumeurectomie, où on ne retire que la tumeur et on conserve le sein, à une mastectomie, où on enlève le sein en totalité. Mais souvent, la chirurgie seule ne suffit pas. On va donc ajouter des traitements dits adjuvants après l'opération. Il faut les voir un peu comme une assurance tout risque. Leur but, c'est de nettoyer toute la zone et le corps pour réduire au maximum le risque que la maladie ne revienne un jour. S'il y a un seul mot à retenir de tout ça, c'est celui-ci. Personnalisation. Fini le traitement unique pour tout le monde. Aujourd'hui, chaque plan de soins est du sur-mesure. Il est adapté à la carte d'identité précise de la tumeur. Sa taille, son type, son grade, son agressivité, tout est pris en compte. Les progrès dans les traitements sont absolument gigantesques. Mais s'il y a bien une idée qui reste, c'est que notre arme la plus puissante n'est pas forcément la plus compliquée ou la plus technologique. Face à toutes ces thérapies de pointe, la détection précoce reste la clé de voûte. La vraie question qui se pose finalement, c'est peut-être celle-ci. Face à toute la complexité de cette maladie, face à la haute technologie des traitements, et si notre meilleur allié, notre geste le plus efficace, c'était tout simplement d'arriver à l'heure au rendez-vous du dépistage?